Vidal, donc ingénieur APUI à Aronax. Merci tous deux pour vos présentations. Vous vous êtes présentés, je ne vais pas le refaire. Ingénieur APUI, c'est quoi ce truc? Alors donc je suis ingénieur radiochimiste. L'APUI, c'est l'antenne de la pharmacie à usage intérieur du CHU, donc qui se trouve donc dans les locaux d'Aronax et qui donc tire en fait finalement cette caractéristique, de cette antenne du fait qu'un radiopharmaceutique en France ne peut être produit que par un industriel de l'industrie pharmaceutique ou par un hôpital. Donc Aronax n'a pas l'un de ces deux statuts. Donc finalement, c'est le CHU qui est venu investir une partie des locaux pour permettre la préparation des radiopharmaceutiques directement au contact du cyclotron. Donc l'APU ne se limite pas à préparer des radiopharmaceutiques avec les isotopes d'Aronax. On peut aussi préparer des radiopharmaceutiques avec des isotopes du marché, bien entendu. On va commencer avec quelques petites questions qu'on pourra ouvrir aussi s'il y a des questions évidemment dans le public. Alors, dans les traitements du cancer, c'est quoi le pourcentage de traitement de manière individualisée? On a compris qu'il y avait un intérêt à faire du traitement individualisé. Est-ce qu'on peut quantifier un petit peu le nombre de cancers qu'on peut traiter par cette approche-là, le type de cancer? On a bien compris qu'ils étaient. Alors, la question est peut-être difficile apparemment, je vois des hochements de tête, mais on a une idée du pourcentage quand même de traitement qu'on arrive à faire de manière individualisée versus classique? Pas, hein. La réponse est peut-être Alors, je ne suis pas forcément capable de répondre à cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de tendre à 100% des traitements euh, qui seraient de manière, on va dire, personnalisée. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de thérapie ciblée, puisqu'effectivement, les traitements personnalisés essayent, comme on l'a vu sur les exemples, à chaque fois d'avoir une cible en particulier, et ces cibles ne sont pas présentes dans toutes les pathologies et dans une pathologie sur tous les patients. Comme on a pu le voir sur l'hormonothérapie par exemple, tous les patients n'expriment pas forcément ces cibles. Donc, dans le cadre effectivement des thérapies ciblées qui se développent de plus en plus, euh, à partir du moment où il y a une thérapie ciblée, on est sur une médecine personnalisée. Après, je sais pas si je peux répondre, mais non, c'est assez difficile de quantifier, en tout cas en nombre de patients et en pourcentage. Ce serait plus facile de voir individuellement, enfin, sur chaque groupe de pathologie, mais là, comme ça, sur une réponse globale, on espère à terme 100%. après le temps de traitement, parce qu'on a vu là, il y avait plusieurs interventions qui étaient faites, on diagnostique, on fait un traitement. Est-ce que c'est plus court qu'avant de faire un traitement comme ça individualisé en radio pharmacie par rapport à ce qu'on pouvait faire avant? C'est quoi l'évolution là-dessus? Je sais pas si c'est tellement en temps, puisque entre chaque cure, il faut, parce qu'évidemment, c'est comme tout autre médicament, il y a des effets secondaires, hein, et en particulier au niveau des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc il faut leur laisser le temps de se remettre entre deux cures pour réinitialiser une autre cure. Donc oui, ça prend un certain temps, on attend 2 à 4 mois entre deux cures en fonction de comment le patient récupère de la toxicité. Mais après, et puis, si c'est un traitement qui fonctionne, le temps, c'est une injection, hein. Après, on le garde le temps qui soit plus, enfin, le temps réglementaire. En France, ça se fait pas pour la prostate, ça se fait pas parce que tout ce qui est radioactivité, c'est très frileux en France, hein. Donc, on n'a pas l'autorisation. On a juste, bien après les autres, l'autorisation maintenant de faire des TEP au gallium, PSMA, mais on a 5 ans de retard hein, par rapport à l'Europe, hein, même si on cherchait des pays comme les États-Unis, hein, qui sont pas très en avance non plus. Mais c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est l'Italie, qui sont, parce que leur réglementation, on est l'Europe, mais finalement la réglementation pour ce qui est des essais cliniques, n'a rien à voir entre chaque pays, quoi. Donc nous, on a le plus dur de ce qui existe, donc c'est pour ça qu'on est toujours après la bataille, quoi. Parce qu'on est encore en étape d'essai clinique, j'ai entendu effectivement le mot, c'est pas quelque chose de routinier encore, hein, ces traitements. Disons qu'en Allemagne, eux, ils ont une constitution où ils ont l'amendement 13 qui leur dit que quand un patient a tout essayé, on peut lui faire essayer n'importe quoi. Donc, parti de là, ils font
des radiopharmaceutiques dans les services de médecine nucléaire, et puis ils injectent à l'homme, c'est pas du GMP, il n'y a pas de toxicité au petit animal qui coûte des fesses, et donc ils font pas d'études prospectives parce que les études prospectives sont comme pour nous, avec autant de difficultés. Il faut la tox animale sur 2 espèces, il faut produire GMP, etc. Donc ils font pas ça, eux, parce que comme ils nous disent, oh mais c'est trop compliqué ça. Mais en revanche, pour avoir l'AMM, c'est que des études prospectives qui permettent d'avoir l'AMM, donc on tourne un peu en rond. Donc ils font des centaines de patients. C'est pas eux qui nous permettent d'avoir l'AMM parce que ben, leurs études rétrospectives, ce ne sont que des études rétrospectives, mais n'empêche qu'ils font le tour du monde. Monsieur qui, en Allemagne, Heidelberg, qui a fait l'actinium, fait ça dans sa pharmacie de médecine nucléaire, c'est pas GMP, et puis il n'y a pas de tox animal, on injecte directement. Mais grâce à l'amendement 13. Mais en revanche, ils font aucune étude. Et nous, on est obligés, pour injecter à l'homme, que ce soit GMP, qu'il y ait la tox animale. Et d'abord, c'est des centaines de milliers d'euros, hein, 150 000 euros une tox animale. Il faut trouver l'argent, etc., pour avoir le droit d'utiliser et d'injecter à l'homme. Donc, sans compter le coût d'une essai clinique après. Alors j'imagine que réglementairement, on ne peut pas prendre les succès qu'on peut constater en Allemagne pour les retranscrire en Mais France, non, puisqu'on n'a pas eu les examens nécessaires à toutes les études qui sont obligatoires par rapport à tout ça. ouais, c'est compliqué. Transposer est très compliqué. Est-ce qu'il y a des questions qui souhaiteraient te poser aussi dans le public? Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien, on a quelques spécialistes, mais on a aussi certainement des non-spécialistes. Renaud. Oui. Mm. Alors, effectivement, il y avait des effets indésirables. Il faut quand même être honnête, c'est sûr. Euh, Après, ces effets indésirables étaient quand même, on arrivait à... C'était surtout les toxicités hématologiques qui étaient transitoires, qui pouvaient être une transition malheureusement un peu longue pour certains patients. Mais globalement, les patients chez qui on a essayé qui ont pu bénéficier du Zevalin auraient pu avoir d'autres effets, d'autres thérapeutiques, pardon, qui auraient eu d'autres effets indésirables potentiels également. Donc, on va dire que la toxicité est quelque part une fausse excuse. On a des effets indésirables, oui, mais les autres thérapies également. Ensuite, effectivement, alors c'est pas moi qui ai dit qu'effectivement c'était un échec commercial, je ne l'ai pas sorti du chapeau, effectivement. Il y a eu énormément d'études médico-économiques, surtout qui ont été faites aux États-Unis, pour expliquer justement cet échec, parce qu'on avait une communauté de médecine nucléaire qui montrait, eux, des effets bénéfiques, une communauté plutôt d'hémato qui montrait l'inverse. Donc il y a eu une vraie étude médico-économique, et la conclusion, je vous l'ai présentée, ce n'est malheureusement que à un échec de communication. Donc voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, la communauté des hématologues est un petit peu plus importante et un petit peu plus, je ne vais pas dire puissante, mais voilà, que la communauté de médecine nucléaire. Donc, ce qui fait que le son de cloche, au final, c'est on a retenu la toxicité, on a retenu le coût du traitement, etc., qui sont malheureusement des fausses excuses.